J'aimerais tout d'abord remercier l'équipe de Tetra, Martine, Vincent, aussi Dominique et Claire d'avoir organisé cette superbe rencontre ici. C'est un vrai plaisir pour moi, une joie de me retrouver ici dans ma ville où je suis né et dans cet espace merveilleux où j'ai donné pas mal d'ateliers et dirigé des cérémonies pendant de nombreuses années. Et comme beaucoup d'entre vous le savent, suite au diagnostic que j'ai eu d'un cancer du poumon avancé avec des métastases au cerveau, c'est avec une gratitude profonde que je suis ici de nouveau. Et quelle joie de voir des visages de nombreux membres de la famille, de visages de nombreux amis, d'anciens élèves de mes ateliers chamaniques et de ceux de Noël, et de nouveaux visages dont je suis ravi de faire la connaissance. Merci à tout le monde d'être ici. Tout d'abord, vous dire que cela fait plus de 4 ans que je suis venu en Europe suite au cancer, et la première fois depuis nombreuses années que je fais une présentation en français. Ainsi, mon français, comme ceux d'entre vous qui me connaissez, vous savez, peut parfois manquer un peu de précision. Donc je m'excuse à l'avance si parfois je recherche mes mots, mes propres mots en français. Heureusement, j'ai devant moi Gertrude qui a traduit d'une façon admirable mon livre de l'anglais au français. Tout à fait admirable. Je sais qu'elle sera d'accord que si j'hésite trop, tu me diras le mot juste. Le titre donc de mon livre et de cette conférence est « Le chaman intérieur ». J'aimerais pour cette présentation ajouter un sous-titre, et le sous-titre est « La resacralisation de notre monde moderne technologique ». En tant que scientifique, je définis la réalité comme ayant des dimensions physiques. L'espace, le temps, la matière, l'énergie, dont nous avons accès à travers nos sens, nos 5 sens augmentés par des technologies modernes. Et c'est ça que la science étudie, ces dimensions physiques. Je reconnais aussi qu'il y a une autre dimension à la réalité et que nous avons tous la capacité de prendre contact, de faire communication avec cette réalité, cette dimension que j'appelle la dimension spirituelle de la réalité. C'est ça pour moi le chaman intérieur, c'est cette capacité d'accéder à cette dimension spirituelle de la réalité. Alors comment c'est cela, surtout en point de vue en tant que scientifique, comment savez-vous cela? Je sais cela, ce n'est pas une croyance, je le sais à travers une expérience directe. Tout le long de ma vie, et ça a commencé quand j'étais petit enfant, j'ai eu des expériences étranges, inattendues, parfois presque, on pourrait dire, magiques, qui m'ont toujours étonné et aussi réjoui. Ces expériences ont eu lieu dans la nature, mais aussi dans la vie de tous les jours, dans des situations parfois inattendues.
Dans mon livre, d'ailleurs, je raconte une expérience que j'ai eue lors de mes recherches pour mon doctorat en physique nucléaire. Il y a de ça, presque 53 ans. Donc depuis ma petite enfance, j'ai toujours eu cette intuition, cette réalisation, ce sens qu'il y avait une autre réalité, en plus de celle qui m'était accessible à travers mes sens, et que cette autre réalité, j'en avais accès, elle m'était accessible. Alors en tant que scientifique, bien que je ne pouvais pas expliquer ces expériences un peu étranges, utilisant les standards de la connaissance scientifique, je ne pouvais les nier ou les récuser ou simplement appeler cela mon imagination sans violer vraiment l'approche fondamentale de la science. La science ne rejette pas, ne refuse pas l'expérience qu'on a du monde, de la réalité, que cette expérience soit en accord avec les modèles actuels scientifiques. La méthode scientifique, comme vous le savez, construit des modèles, des théories de la réalité, et la cohérence ou l'accord de ces théories, ou plutôt l'acceptation de ces modèles dépend de l'accord ou de la cohérence de ces théories avec l'expérience directe du monde. J'aime toujours dire que la décision finale, si vous voulez, se fond sur l'expérience que le monde nous donne, ce que le monde se révèle, la façon dont il se révèle à nous, et pas ce que nous pensons être le monde. C'est le monde qui nous dit qui elle est. Alors mon introduction à la tradition chamanique au début des années 1980 m'a fourni un cadre avec lequel je pouvais donner un sens à ces expériences un peu en dehors de l'ordinaire. Cette introduction au chamanisme a confirmé pour moi qu'il existait en effet une autre réalité en plus de la réalité physique et qu'il était pour moi possible d'accéder à cette réalité. La tradition chamanique m'a fourni des méthodes, des outils si vous voulez, qui m'ont permis d'avoir accès à cette réalité non ordinaire, cette réalité spirituelle, n'importe quand, n'importe où, utilisant uniquement mon intention. Alors pour deux d'entre vous, il y en a peut-être ici qui n'ont pas d'expérience ou la connaissance de la tradition chamanique. Très rapidement, le chamanisme, dans ses diverses formes culturelles variées, se base sur la connexion que l'on a, l'interaction que l'on a, la communication que l'on a avec cette dimension spirituelle, qu'on appelle souvent réalité non ordinaire. Quand on entre dans cette réalité non ordinaire, souvent accompagné par un tambour rythmé qui facilite ce changement d'état de conscience, le praticien chamanique entre en contact avec ce qu'on appelle des esprits, avec lesquels il converse, communique, reçoit des informations, de la guidance,
un soutien et d'autres choses. Alors le terme esprit, qui dans notre culture moderne a parfois une connotation qui met les gens mal à l'aise ou évoque des préjugés, dénote tout simplement la manifestation de cette dimension spirituelle chez les entités de la réalité ordinaire ou parfois des entités qui ne se sont pas incarnées dans notre réalité ordinaire. Le terme voyage chamanique, que j'utiliserai quelquefois dans ma présentation, est une description métaphorique de cette entrée dans la dimension spirituelle de la réalité et de l'expérience qu'on a dans cette dimension spirituelle. Alors cette autre réalité, la réalité non ordinaire, la réalité spirituelle, avec la réalité ordinaire, la réalité physique, pour moi, forme une plus grande réalité, avec un R majuscule, si vous voulez, dans lequel nous vivons en tant qu'êtres humains sur cette planète, et que j'appelle maintenant donc la dimension spirituelle de la réalité. Tous entre nous, dans cette espèce humaine, nos vies prennent place dans ces deux dimensions, qu'on en soit conscient ou pas. Alors tout dans ce monde, tout ce qui a forme, tout ce qui existe, ce qui est, a une dimension spirituelle. C'est vrai non seulement des entités dites vivantes, telles les plantes, les animaux, c'est aussi vrai pour d'autres formes de la nature. Les roches, les montagnes, les rivières, les lacs, l'océan, les endroits. Cette réalité non ordinaire, cette dimension spirituelle, s'applique aussi par exemple au microbiome, c'est-à-dire cette quantité immense de microbes, de bactéries, de virus, etc., qui occupent nos corps à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est aussi vrai pour les formes que nous, êtres humains, faisant partie de la nature, nous sommes après tout des animaux, nous créons à partir de matières qui viennent de la terre. Ainsi, toute notre technologie, nos bâtiments, nos voitures, nos GSM, nos ordinateurs, tout cela, cet taxi, tout cela a une dimension spirituelle. Tout cela a un esprit, est sacré. Cela s'applique aussi à tout regroupement d'êtres humains. On sait que ça s'applique à des tribus ou à des cercles de tambours chamaniques. Ça s'applique aussi à des organisations, des grandes entreprises, des gouvernements. Tout cela a une dimension spirituelle. Et si nous savons cela, que tout est sacré, que tout est a une dimension spirituelle, et que nous vivons selon ce savoir, cela pour moi change radicalement la façon dont on fait l'expérience de notre vie. Alors comme nous savons tous, très tristement, en tant qu'espèce humaine, nous faisons face à multiples crises. Nous sommes en train de détruire les systèmes écologiques de la Terre, mettant en danger non seulement nous-mêmes et nos descendants, mais aussi
mettant en danger les systèmes qui supportent la vie même sur cette planète. Nous nous détruisons les uns les autres parmi les espèces humaines à travers la justice insociale, la guerre, la violence. Et beaucoup d'entre nous, parmi l'espèce humaine, nous sommes à la recherche d'un sens à la vie, un sens à tout cela. Et beaucoup d'entre nous, et ça se voit partout, vivons dans la peur, dans l'anxiété. Alors si de nouvelles politiques, de bonnes lois, de bons règlements, une bonne éducation, de nouvelles façons de vivre qui sont fondées sur la coopération, la communauté, sont nécessaires pour faire face à ces défis, je suis convaincu que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Pour moi, pour vraiment faire face à ces crises écologiques, ces crises sociales, il nous faut de nouveau voir, reconnaître le sacré en tout. Le sacré dans un arbre, le sacré dans une montagne, le sacré dans l'autre, le sacré dans toute technologie. Alors la pratique chamanique, et c'est vrai pour toute autre tradition spirituelle, ne se définit pas pour moi par certains endroits spéciaux où on se réunit, ou certaines périodes dans la journée ou dans la semaine, on se réunit pour faire du tambour ensemble, pour mener un rituel ou pour donner une guérison chamanique. Tout cela est très important, mais pour moi ce n'est pas le chamanisme, ça. Le chamanisme, pour moi, est principalement une conscience journalière et une connexion, une reliance avec le sacré dans tout, dans la vie quotidienne, dans les routines journalières, dans son travail professionnel, dans la vie familiale, dans la vie de communauté. Pour moi, cette façon de vivre est aussi le moyen le plus efficace de se débarrasser de ce que j'appelle l'anthropocentrisme. Cette croyance que nous sommes différents d'autres espèces, que nous n'avons plus de valeur que le reste de la nature, que le reste du monde, et qui pour moi, cet anthropocentrisme est très fort, la racine ou la source de nos comportements destructifs envers la nature et envers les autres êtres humains. Quelques mots sur le sacré dans la vie familiale. Vivre le sacré dans la vie familiale a été pour moi, pour Noël, une joie et une bénédiction, et cela continue d'ailleurs. Lors de ma famille immédiate, nous avons 4 enfants, tous mariés, et depuis 8 jours, tous ont plus de 50 ans. C'est ça qui ne vieillit pas mon âge. Et nous avons 8 petits-enfants. Nous pratiquons régulièrement des rituels en famille, des cérémonies de toutes sortes, pour reconnaître et honorer le sacré dans les événements familiaux qui sont importants, tels les naissances, les mariages, les anniversaires et aussi les jours spéciaux de l'année, la solstice par exemple, ou l'équinoxe que nous venons de passer. Nous avons aussi trouvé qu'il y a beaucoup de pouvoir quand ces rituels de famille sont créés chaque fois que nous faisons un rituel ou une cérémonie par un membre ou plus d'un membre de la famille qui fait un voyage chamanique demandant aux esprits
un rituel à faire, à pratiquer à ce moment-là. Les rituels peuvent non seulement être des façons de célébrer, ils sont parfois très importants pour sacraliser, si vous voulez, des événements difficiles ou non anticipés, des situations difficiles dont toutes les familles nous faisons face. Alors j'aimerais vous donner un exemple que je raconte dans mon livre, que je vais lire pour vous donner une petite lecture du livre. Un événement qui est advenu il y a presque 12 ans maintenant. Et cet événement, je l'ai choisi parce qu'il montre que les rituels peuvent se pratiquer même dans des situations les plus ordinaires, dans des ambiances les plus ordinaires. Ce sera assez court. Donc une telle occasion s'est présentée lorsque Noël et moi rendions visite à nos petits-enfants et à leurs parents qui vivaient dans les montagnes. Dès notre arrivée, notre petite fille de 8 ans, elle a 20 ans maintenant, qui avait fondu en larmes, nous dit que ces 3 poissons étaient morts. Elle les avait trouvés le matin même dans leur aquarium, dont l'eau récemment renouvelée était trop froide. Il y avait beaucoup de chagrin, mais nous faisions face à un gros dilemme. Comment évacuer ces 3 poissons? Dehors, il avait neigé et le sol était gelé. Il était donc impossible d'enterrer les poissons. La poubelle de la cuisine était hors de question. Les parents ont suggéré la cuvette des toilettes. Alors Noël proposa, faisons un rituel et demandons de l'aide à nos esprits alliés. Notre petite fille révéla qu'elle avait une loutre pour esprit allié. Noël dit, nous pouvons inviter l'outre à amener les poissons jusqu'à l'océan, qui sera leur dernière demeure. Nous avons créé un espace rituel dans le salon, placé une bougie au centre, et les poissons, qui étaient dans un sac plastique à côté de la bougie. Tous les membres de la famille présents se sont assis en cercle et nous avons entamé le chant décrit plus haut dans le livre pour appeler nos alliés. Les enfants ont pu appeler autant d'esprits qu'ils le souhaitaient. Ça a pris du temps. Ensuite, en faisant le tour du cercle, chacun a pu confier ce qu'il avait apprécié, tous les bons souvenirs qu'ils avaient eus avec ces poissons. Nous avons tous remercié les poissons de leur présence parmi nous au cours des derniers mois. Nous nous sommes alors tous rendus dans la salle de bain, ma petite fille portant les poissons dans leur sac plastique. Dans la salle de bain exiguë, nous nous sommes serrés autour des toilettes. Et ma petite fille y a gentiment placé les poissons. Elle a prié l'esprit loutre d'amener les poissons jusqu'à l'océan, vers leur dernière demeure idéale. Et elle a tiré la chasse d'eau. Les enfants sont retournés à leur jeu et la vie a suivi son cours. Notre petite fille avait souhaité aller à l'animalerie pour immédiatement remplacer les poissons. Mais elle abandonna cette idée. Elle a continué à vivre son deuil comme il se doit. Et après un certain temps, elle n'envisageait plus de prendre des poissons comme animaux de compagnie. Elle avait découvert qu'ils étaient très sensibles aux changements de température et qu'il était trop douloureux de les perdre. On peut vivre sacré non seulement dans la vie familiale, mais dans la vie de tous les jours.
Nous vivons dans un monde qui est de plus en plus rempli de technologies, de gadgets, de systèmes virtuels, d'un environnement tout à fait virtuel. De sacraliser ou resacraliser le monde moderne et ses technologies, le monde dans lequel nous vivons, en étant conscients et en reconnaissant le sacré dans tout ce que l'on voit ou touche ou passe son temps avec pendant la journée, peut changer fondamentalement l'expérience de nos vies. On s'ouvre de cette façon, dans mon expérience, à la joie, l'amour, l'harmonie et l'émerveillement. Comme je l'ai dit, les villes, les bâtiments, les voitures, les ordinateurs, les téléphones cellulaires, toutes les autres technologies sont tous faits de matières qui viennent de la Terre. Ils ont tous une dimension spirituelle, ils sont tous sacrés. La technologie elle-même, comme on doit le savoir, n'est ni bonne ni mauvaise. Ce qui compte, c'est comment nous utilisons ces technologies. Est-ce qu'on utilise une technologie sans réfléchir, menant à la destruction, l'aliénation, l'isolation, ou apportons l'utilisation de ces technologies avec conscience, avec la bonne intention, reconnaissant l'aspect sacré de ces technologies et en communiquant avec la dimension spirituelle de ces technologies, menant par là à un bien-être plus grand comme intention et une harmonie pour tout ce qui existe parmi nous, les êtres humains, et pour le reste de la nature. Et ça, c'est notre choix de la façon dont on utilise ces technologies. Tous les jours, personnellement, je communique avec l'esprit de ma maison, l'esprit de mon ordinateur, l'esprit de mon GSM. Quand je conduis, tout de suite, je me mets dans ma voiture, je communique avec l'esprit de ma voiture. J'entre dans un magasin, je communique avec l'esprit du magasin. J'atterris en avion dans une ville, à Bruxelles, je vais communiquer avec l'esprit de la ville. Les possibilités, là, sont infinies. Tout au long de la journée, on a ce choix de voir le sacré en tout. J'aimerais alors partager ici une expérience personnelle de reconnaître, vivre le sacré dans une technologie. Expérience qui a pratiquement changé l'expérience que je suis en train de subir. Cette expérience a eu lieu très vite suite à la version anglaise de mon livre étant passée chez l'imprimeur. Et je la raconte parce qu'elle n'est pas dans mon livre, elle la raconte dans la préface à l'édition française. Donc en janvier 2014, comme j'ai dit, j'ai été, on m'a appris que j'ai été atteint d'un cancer du poumon avancé, le stade 4, avec des métastases au cerveau et certaines vertèbres de ma colonne vertébrale. Ce fut évidemment un choc énorme.
surtout que je ne fume pas, je n'ai jamais fumé, il n'y a pas d'histoire de cancer dans ma famille. Ma pratique chamanique fut et est toujours d'un soutien énorme et une bénédiction dans ma relation avec le cancer. Alors, quelques semaines après ce diagnostic, en février 2014, j'ai subi une radiothérapie pour le cerveau, pour traiter, j'avais au fond 26 tumeurs dans le cerveau. Et cette technologie médicale avancée, qui est appelée en anglais Gamma Knife, je crois que ça se traduit Scalpel Gamma, utilise des rayons gamma de toute haute énergie, ce ne sont pas des rayons X, mais ces rayons gamma ciblent uniquement les tumeurs cancéreuses et ainsi n'ont pas d'impact sur toutes les neurones sains. En tant que physicien, j'étais très intrigué évidemment par cette technologie et comme d'habitude, je passe pas mal de mon temps à discuter avec les techniciens pour savoir comment leur machine marche. Alors la procédure a pris presque 5 heures où je devais rester immobile sous un dôme qui était un instrument de la radiothérapie et je devais rester immobile pour des périodes de 90 minutes. Alors pour me préparer à cette radiothérapie, j'ai fait plusieurs voyages chamaniques, je fais toujours cela avant des traitements médicaux. J'ai contacté l'esprit de l'hôpital, l'esprit de la machine de radiothérapie, l'esprit des rayons gamma, tout cela pour les honorer, les bénir, mais aussi leur demander, ce que je fais toujours dans ces cas-là, que le résultat le plus approprié se produise. Je ne demande jamais rien de bien spécifique, mais que ce soit le résultat le plus approprié en fonction de l'harmonie du tout à ce moment-là et dans le futur. Alors quand la procédure a commencé, que j'étais immobile sous mon dôme, j'ai de nouveau fait un voyage chamanique à ce moment-là à l'esprit des rayons gamma pour simplement demander soutien pendant les 5 heures qui allaient suivre. Alors, dans les voyages antécédents à cet esprit, je n'avais pas bien pu distinguer la forme selon laquelle l'esprit se présentait. Et cette forme peut varier, elle est toujours unique pour chaque praticien chamanique. Cette fois-ci, l'esprit des rayons gamma s'est présenté très clairement comme une femme âgée. Alors j'ai fait ma demande de guidance pendant cette procédure. L'esprit m'a tout de suite rappelé que juste après le Big Bang, je suis astrophysicien, cosmologiste aussi, à la naissance de notre univers, la toute première manifestation de matière ou d'énergie, si vous voulez, ce qui est arrivé dans les minutes après le Big Bang, était sous la forme de rayons électromagnétiques de toute haute énergie, c'est-à-dire des rayons gamma. Certains de ces rayons gamma, comme Einstein l'a bien décrit dans son équation E égale mc au carré, énergie et masse sont équivalents. Certains de ces rayons gamma ont été transformés en matière et antimatière, et cette matière, les quarks, les électrons, sont devenus les éléments constitutifs des atomes, puis des molécules, et puis des nuages, et puis des étoiles, des planètes,
et à la longue de notre corps. L'esprit des rayons gamma alors m'a dit: tes ancêtres cosmiques œuvrent à ta guérison. Et en effet, nous sommes tous descendants, nos corps, tous descendants de ces rayons primordiaux. En entendant cela, cela a changé fondamentalement mon expérience de ce traitement, de cette procédure médicale. Je n'étais plus bombardé par des rayons radioactifs avec tout ce qu'il y a d'effrayant là-dessus. Mes ancêtres cosmiques œuvraient à ma guérison. Pour moi, c'est devenu un traitement, une procédure sacrée. Et les 5 heures que j'ai passées sous le dôme ont été remplies pour moi de joie, d'émerveillement et de gratitude. Et je sais que cette expérience du sacré peut se reproduire dans n'importe quelle de nos expériences journalières, avec quoi que ce soit que nous avons une interaction. Alors peut-être pas aussi évident et pourtant aussi important, c'est comment nous pouvons resacraliser notre monde dans notre vie professionnelle, que nous travaillons dans le domaine commercial, financier, les ASBL, les soins de santé, les arts, l'éducation, quoi d'autre. Dans une partie de ma carrière professionnelle, j'ai travaillé pour après l'université où j'ai enseigné, j'ai travaillé pendant un certain temps dans une toute grosse entreprise pour la protection de l'environnement. Et pendant beaucoup d'années, les esprits m'ont appris comment sacraliser mon travail professionnel. Ces pratiques qui m'ont été enseignées par les esprits et que je pratiquais, j'utilisais dans ma vie professionnelle de tous les jours, par nécessité, devaient être plutôt courtes et discrètes. Je ne pouvais pas amener mon tambour, ma couverture, etc. Dans les bureaux. Or, ainsi, ce sont des pratiques que je pouvais utiliser tout en travaillant avec des collègues, tout en présidant sur des réunions tout en discutant, tout en donnant des conférences et autres. Et j'ai décrit certaines de ces pratiques dans le livre sur le chapitre sur le chamanisme dans la vie professionnelle. Alors ceux d'entre vous qui ont travaillé avec Noël et moi dans le passé savez l'importance que nous donnons à l'éthique quand nous pratiquons le chamanisme. Ceci est particulièrement important quand on pratique le chamanisme dans sa vie professionnelle. C'est essentiel si nous voulons honorer le sacré dans notre vie professionnelle et travailler avec efficacité avec les esprits, d'abandonner tout jugement et toute croyance au sujet de gens, d'organisations, de situations, de pratiques, d'endroits, d'objets et même de résultats. Nous savons tous comment il est difficile de faire cela. Il est très facile d'avoir des jugements entre les grands pétroliers, l'industrie chimique, etc., etc. Or, et même les gouvernements,
il est essentiel pour que ces pratiques soient efficaces que nous n'ayons aucun désir de manipuler ou d'arriver à certains résultats que notre intellect, plus intelligent que d'autres, savent très bien que ça doit être le résultat. Les esprits savent beaucoup plus que nous ce que sont les résultats les plus appropriés. Et tout jugement, croyance, hostilité envers n'importe quelle organisation, n'importe quelle personne, n'importe quelle situation ne fait qu'augmenter l'énergie négative et ne peut pas mener à des résolutions harmonieuses. Il faut donc approcher tout cela avec une grande humilité, sachant que les esprits savent beaucoup plus que nous ce qui est nécessaire et quels sont les résultats les plus appropriés. Par exemple, quand je présidais à des réunions et que j'avais des objectifs bien définis de ce que je voulais atteindre dans ces réunions, j'ai appris à toujours mettre ça de côté quand je travaillais avec les esprits et de leur demander que le résultat le plus approprié pour cette réunion se produise, le plus approprié en relation avec l'harmonie universelle. Je regarde ma montre. Oui, non. Hein? Écoutez, je vais encore parler pendant quelques minutes j'aimerais parler un peu plus parce que c'est qui je suis maintenant pour le moment de la façon dont je vis cette aventure avec le cancer. Vous avez déjà entendu mon expérience avec le traitement en radiothérapie. Mais j'aimerais brièvement vous montrer comment la pratique chamanique a été et continue à être un soutien énorme dans ce voyage avec le cancer. Alors très vite après le diagnostic, qui était encore toujours sous le choc, j'ai fait un voyage chamanique, c'était mon premier voyage chamanique après le diagnostic, pour simplement demander qu'est-ce qui se passe, donnez-moi des informations, donnez-moi certaines guidances, directions. Alors mes animaux de pouvoir, mes alliés, mes esprits alliés, m'ont pris avec eux dans le monde du milieu. Dans l'espace, nous avons quitté la Terre. Nous avons été fort loin. Nous nous sommes arrêtés et mes esprits alliés m'ont demandé de me retourner et de regarder la Terre, qui était maintenant petite, encore plus petite que ce que les astronautes sous la Lune l'ont vu. Elle est peut-être cette grandeur-là, peut-être un ballon de football, toute bleue et blanche, toute belle. Et mes animaux de pouvoir m'ont dit: ton corps est malade. La terre est malade. Ton corps est la terre. Et nous sommes revenus. C'est tout ce qu'ils m'ont dit. J'ai compris alors que mon cas n'était pas un cas spécial, que je n'étais pas seul, que ce qui m'arrivait faisait partie d'une chose beaucoup plus grande, d'un mystère beaucoup plus grand, et qu'il était nécessaire pour moi d'accepter et d'entrer dans ce mystère avec tout mon être. Que c'était comme ça la meilleure façon d'aider
à la terre de se guérir. Très vite, j'ai compris que je n'étais pas envahi par un ennemi, je n'étais pas victime. Mes cellules qui m'ont aidé à respirer et à vivre pendant longtemps étaient malades. Et je ne voulais pas les combattre. Je ne voulais pas mener une guerre contre le cancer, comme ma culture m'encourageait à le faire, comme beaucoup d'amis venant du cœur m'encourageaient à le faire. Il y a trop de guerres et de violence et de batailles dans le monde déjà. Mes cellules à moi, mes propres cellules, étaient malades. Elles avaient besoin d'amour, elles avaient besoin d'être guéries. Tous les jours, j'exprime énormément d'amour envers mon cancer, envers mes cellules cancéreuses. Ce sont mes cellules, elles sont malades. Je les remercie aussi beaucoup de tous les enseignements que j'ai reçus suite à ce diagnostic du cancer. Depuis le début de 2014, très vite, grâce à une mutation spéciale de mes cellules, je suis sur une chimiothérapie qui est une pilule que je prends chaque matin. Et ce sont des mutations qui ne sont présentes que dans des gens qui ne fument pas. Alors je suis des scanners et des MRI, ce sont des résonances magnétiques pour le cerveau tous les 3 mois. Je travaille aussi avec un chaman de l'Amazone équatorienne qui prépare pour moi, qui a préparé depuis quelques années et qui continue à le faire, une médecine de plantes sacrées. Il y a 5 plantes dedans, dont 3, il m'a dit les noms, 2 sont secrets pour eux, et que je prends 3 fois par jour. Je travaille aussi avec d'autres guérisseurs alternatifs. Je prends chaque jour des herbes chinoises, des extraits de champignons, d'autres suppléments. J'ai de l'acupuncture toutes les 2 semaines. Et le chamanisme m'a appris que tout était sacré, tout est relié. Et ainsi pour moi, dès le début, je ne voulais pas de séparation entre mes traitements de médecine occidentale, traditionnelle, et tous les traitements alternatifs. La séparation, pour moi, c'est ça qui mène à la maladie. Et ainsi, tout ce que je fais alternatif, je partage avec mes médecins, et tous mes résultats médicaux passent à tous mes guérisseurs alternatifs. Ils sont en communication. Quand le chaman de l'Amazonie, il s'appelle Manari, est venu à San Francisco parce que sa tribu et son territoire, malheureusement, est sous menace d'exploitation pétrolière. Il venait chercher du support, du soutien. Il est resté chez nous pendant plusieurs jours et à la suggestion de Noël, nous avons invité tous mes médecins à venir passer une soirée pour rencontrer le chaman. Cette rencontre a été profonde, merveilleuse et tout à fait authentique entre les deux. En venant ici en Belgique, c'est le premier grand voyage que je fais en avion depuis très longtemps. Bon, j'ai amené ma chimiothérapie que je dois prendre tous les matins, mais j'ai aussi amené une bouteille de ma médecine de l'Amazonie, qui est assez grande, parce que je la prends 3 fois par jour.
Et j'avais peur, évidemment, que les douanes, comme elles sont pour le moment, ne me permettent pas de passer cela. Et alors, mon médecin en oncologie a écrit une lettre officielle sur l'Université de Californie, San Francisco, l'école de médecine, etc., en disant que donc j'étais son patient, qu'il avait un cancer avancé, etc. Et alors il met en quotation: je considère que cette médecine de plante est un adjuvant essentiel à la chimiothérapie que je lui prescris. Merci. Alors tous les matins, quand je prends ma chimiothérapie et puis que je prends ma médecine de l'Amazonie, je fais un rituel. Tous les matins, petit rituel. Je prends contact avec l'esprit de ma chimio. Cet esprit m'a appris énormément. Il fut vraiment un enseignant très important. Je travaille aussi beaucoup avec l'esprit du cancer, avec lequel j'ai vraiment appris beaucoup de choses. J'en suis très reconnaissant. Alors, je voudrais passer aux questions. Avant de faire cela, j'aimerais demander à Noël si elle a peut-être quelques mots à rajouter. J'aimerais dire que certains d'entre vous connaissez Noël, mais au risque qu'elle ne soit pas contente, je veux dire que Noël a été donc ma compagne de vie depuis 56 ans maintenant, ma partenaire dans tout mon travail et mon enseignement chamanique, et ses soins depuis le diagnostic de cancer, qui sont des soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par la semaine, ont tout à fait été extraordinaires. Et ça, je veux reconnaître. Et elle continue à être un de mes meilleurs enseignants ou enseignantes. Parfois, c'est difficile d'accepter, mais... Tu voudrais dire quelques mots? J'aimerais te demander de raconter l'interaction que tu as eue avec le cheval sur la plage, en fonction, pour répondre à cette... Claude a fait une remarque rapide qui a dit que nous, les êtres humains, c'est bien? Oui, je pense que ça marche. Ça fait une différence? Oui. Okay. Claude a mentionné brièvement, en passant, que pour notre expérience chamanique, dans notre expérience chamanique, l'être humain n'est pas nécessairement le plus intelligent, certainement pas le plus sage, et qu'il y a une énorme sagesse parmi les autres espèces et autres manifestations cosmiques et dans notre monde. Et j'aimerais que dans ce contexte-là, tu racontes la dernière rencontre sur la plage avec le cheval. D'accord. Et en effet, pour moi, les autres espèces, au moins la même valeur que moi, y compris les insectes et d'autres, ont une intelligence qu'on ne peut pas comparer à la nôtre. Elle est différente, mais elle a une valeur qui pour moi est tout à fait égale à la nôtre. Elle est simplement différente. Et j'ai eu plusieurs expériences grâce à ce cancer avancé depuis lors de cette intelligence des animaux. Le dernier, qui est arrivé très récemment, c'est avec un cheval. Les autres, c'était avec des animaux sauvages. Nous habitons près du Pacifique et nous allons souvent nous promener. C'est une petite plage sauvage à 2-3 km de chez nous. Et j'étais là sur la plage, assis sur un petit rocher, peut-être à 30 mètres de la marée. Et j'étais seul, c'est une petite plage. Et
Si je me rappelle, je faisais probablement un voyage vers l'esprit de l'océan, et j'entends du bruit, je regarde à droite, je vois une femme arriver à cheval. Elle est bien habillée en habit d'équestrienne, ou bien de cavalière, donc très, très professionnelle, etc. Je regarde, bon, je n'ai pas de relation spéciale avec les chevaux, je n'ai jamais monté les chevaux, et je regarde, bon, du moment que ne me dérange pas, je dis ça va, et je continue ma petite méditation. Plusieurs minutes après, j'entends tout près de moi, je regarde, et la tête du cheval se trouve à ça de moi. Elle est en train d'essayer de le dominer avec un air tout embarrassé, rien à faire, elle est vraiment... Et alors le cheval amène sa tête sur ma poitrine et très doucement me caresse comme ça, sur la poitrine. Très doucement. Je le caresse. Elle est tout à fait embarrassée. Elle s'excuse, je ne sais pas ce qui se passe. Je lui dis, ne vous en faites pas, c'est bien. Et finalement, le cheval s'en va, elle va vers la gauche, elle s'en va. Je termine mon voyage chamanique. J'ai les yeux ouverts, elle revient, elle est en train de longer la marée, je me dis elle va aller jusqu'au bout, puis alors repartir par là. Le cheval arrive, il est devant moi maintenant, il s'arrête. Elle essaie de le faire partir. Il refuse, il se tourne vers moi, et puis tourne et vient vers moi. De nouveau, elle essaie de le contrôler, pas moyen. Il arrive devant moi et de nouveau vient avec sa tête gentiment me caresser la poitrine. Alors je le caresse, je le remercie. Et alors elle est plus embarrassée. Elle me dit, voilà 30 ans que je fais du cheval, c'est mon cheval, il m'obéit toujours, je ne sais pas ce qui se passe. Je m'excuse, ceci elle était tout à fait confus et ne sachant pas ce qui arrivait vraiment. Alors, bon, je lui ai dit, écoutez, ne vous en faites pas, ça m'est déjà arrivé avec d'autres animaux. Votre cheval sait très bien que j'ai un cancer du poumon et il est venu me donner de l'empathie, peut-être une petite guérison, et j'en suis très reconnaissant. Remercier votre cheval, moi je le remercie. Elle était encore plus confuse. Je lui ai dit ça, mais je remerciais le cheval et il est parti. Et j'ai eu des expériences comme ça avec des animaux sauvages. Le cheval savait très bien que j'avais le cancer, quel genre de cancer j'avais. Elle, être humain supérieur, ne le savait pas. Elle n'a jamais pensé que... Elle était étonnée quand je lui ai dit j'ai un cancer avancé du poumon. Donc c'est pas qu'ils sont plus intelligents que nous, c'est une intelligence différente. Ils savent faire des choses que nous ne savons pas faire. Nous savons faire des choses qu'eux ne savent pas faire. C'est différent. Mais pour moi, c'est le respect de cette haute intelligence. Et quand on est ouvert à cela, on voit le sacré en tout. Ces expériences magiques, si vous voulez, surviennent. Merci. Merci. On va passer au temps de questions. Ceux qui souhaitent le micro, ou alors exprimez-vous fort, voilà. Je vous invite à... Quand je donnais des ateliers et que je demandais de partager l'expérience, je disais toujours le premier qui partage pour avoir un morceau de chocolat. On n'aura pas de chocolat. Je ne crois pas que j'ai besoin de micro, mais peut-être un morceau de chocolat. Vous pouvez vous lever peut-être pour que... Oui, je voulais vous demander... Ah, là-bas. Oui. Vous avez raconté une histoire très intéressante sur le cheval, mais c'est un animal domestiqué, en tout cas presque domestiqué. Est-ce que vous pouvez nous raconter
une histoire avec un animal sauvage, non domestiqué. Est-ce que c'est évidemment Vous pouvez essayer de faire ça rapidement. Oui, c'est une bonne question. Pour vous dire que mes expériences avant étaient avec des liseaux sauvages et j'admets avoir des préjugés, j'en ai quand même aussi, envers les animaux domestiqués que je trouve moins intelligents, si vous voulez, que des animaux sauvages. C'est un préjugé qui n'est pas juste. Je vais vous raconter une que j'ai eue quelques semaines après le diagnostic avec une corneille, un raven, c'est une corneille. Il y a les ravens, les crocs. Ceci c'est le plus grand, il est très noir. Un corbeau. Et c'était quelques semaines après le diagnostic. À ce moment-là, les statistiques, etc., disaient peut-être 1 ou 2 mois à vivre. C'était ça qu'il était tellement avancé à ce moment-là. Et alors Noël et moi, je ne sais plus, quelqu'un nous avait recommandé, je ne sais plus si c'était notre fête ou quelque chose là, mais d'aller faire un petit pique-nique sur la plage, à nous deux. Et la plage, heureusement, c'est plat parce que une petite côte, je ne savais pas le faire, je ne savais pas respirer. Et au fond, je toussais beaucoup et j'avais un râle comme ça qui était très désagréable pour moi et pour d'autres personnes. Je savais à peine respirer. Bref, on arrive lentement jusqu'à la plage et on s'assied au fond sur la même rocher sur lequel j'ai eu l'expérience avec le cheval, moi à gauche et Noël à droite. Arrive un moment, un corbeau qui vient voler devant nous et qui se met juste à mes côtés. Je peux le toucher. Il est tellement près, très rare, j'ai jamais eu un corbeau qui est si près. Hein? Et il commence à faire le même bruit que moi, à râler, tousser exactement comme moi. Le même rythme. Même rythme. Hein? J'arrête. Bon, je fais la même chose. J'arrête, il recommence la même chose. Ça s'est passé pendant au moins 5 bonnes minutes de conversation comme ça. Vraiment tout à fait. Et je me sentais vraiment tout à fait reconnu et accompagné. Alors, après une bonne 5 minutes de cela, il a commencé à se becqueter sur la poitrine. Avec son bec. Il n'a pas fait ses ailes, il a fait uniquement la poitrine. Le poumon. Et alors à ce moment-là, arrive, marchant de pied, du côté de Noël, la femelle, qui passe juste devant nous et vient se mettre juste devant lui. Je peux la toucher aussi. Et alors, il se met aussi avec son bec à piqueter sa poitrine et le sommet de sa tête, son cerveau. Exactement comme nous regardons ça tout étonnés. Et puis, ils ont fait quelque chose que je n'ai jamais vu des corbeaux faire et que, quand j'ai parlé à des naturalistes, ils m'ont dit c'est tout à fait inédit. Il a ouvert son bec, elle a mis son bec dans le sien, il a refermé. Et ils sont restés en extase comme ça pendant quelques minutes. Reconnaissant au fond notre célébration à nous deux, quoi. Et puis ces généraux sont partis manger quelque part, quoi. Et de nouveau, il y a des gens qui sont passés devant nous, nous regardaient, ils ne voyaient pas les corbeaux là, parce qu'ils passaient comme ça, et aucun d'eux n'ont jamais réalisé que j'avais ce cancer avancé. Sans jamais me dire, tiens, c'est simplement passé, mais le corbeau savait très bien le genre de cancer que j'avais, la métastase, et est venu me donner de l'empathie, une guérison. Et de nouveau, toutes ces expériences m'ont cru que je n'étais pas seul. Non seulement pas seul, j'avais Noël, ma famille, mes amis, vous, etc.,
qui me soutenaient très fort. Mais la nature, l'univers, tout était là avec moi pour me soutenir. Ce n'était pas un chemin individuel, une guerre individuelle. Ça faisait partie du mystère de la vie. Et que tout cela fait partie du tout, si vous voulez. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir Claude. Voilà, moi j'ai une question relative à ton livre. Tu expliques que le véritable pouvoir du chaman vient de son être authentique. Quelle différence fais-tu entre l'âme du chaman et son être authentique? Je n'en fais pas. J'utilise le mot que nous avons utilisé dans notre enseignement, être authentique. C'est l'âme, c'est l'essence, c'est l'esprit, c'est la conscience pure. Il y a des tas de termes là-dessus. Le mot âme, en tout cas dans certaines traditions spirituelles, a d'autres connotations. Il y a plusieurs sortes d'âmes. Pas dans la religion chrétienne, mais dans d'autres traditions spirituelles, l'âme a d'autres connotations. Et même dans certaines traditions indigènes, ils parlent de plusieurs sortes d'âmes. Et alors j'ai voulu éviter ce terme-là. Mais c'est la même chose pour ce que nous, en tant que culture chrétienne, si vous voulez, nous appelons l'âme, judéo-chrétienne. Vous avez parlé tout à l'heure de votre corps malade en parallèle avec la maladie, la planète malade. Quand vous racontez l'empathie qu'avaient pour vous les animaux, est-ce que, qui savaient comment vous guérir ou comment être empathique avec vous, est-ce que vous pouvez en tirer un enseignement pour justement la guérison de la planète? L'enseignement que j'en retire, il n'est peut-être pas suffisamment ce que j'en retire jusqu'à présent, c'est que ma guérison, le travail que je fais pour me guérir, est essentiellement relié à la guérison d'autres personnes, la guérison d'autres espèces, la guérison de la nature, la guérison de la terre. Et que quand la nature, issue des espèces sauvages ou domestiques, participe, œuvre à ma guérison, ça demande en réciprocité que j'œuvre aussi à la guérison de la nature, parce que tout se fait en chamanisme, en réciprocité. Quand je fais mon rituel le matin, quand je prends ma chimiothérapie, je demande toujours que toute guérison qui se produise en moi aussi contribue à la guérison de la terre et de la nature. Tous les matins, pour moi c'est la même chose, donc que cette pilule que je prends contribue aussi, parce que je fais partie de la terre, de mon corps, et la terre contribue aussi à la guérison de la terre, la guérison d'autres espèces de la nature. Donc pour moi c'était une confirmation en effet que tout cela se tient, tout cela est réciproque. Il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup, c'est la destruction. Est-ce qu'il y a un sens à la destruction? Est-ce qu'avec la destruction, on peut créer une plus grande harmonie? Par exemple, si je veux construire une ville plus belle, plus grande, je dois détruire les petites maisons qui n'ont plus de sens. Alors, jusqu'où peut-on aller dans ce type de raisonnement? Une bonne question, et une chose sur laquelle nous avons beaucoup travaillé. Il y a dans certaines traditions
Huna d'ailleurs, on parle de 3 flammes qui sont des flammes de l'énergie fondamentale, flamme rouge, noire et blanche. Rappelle-moi si je me trompe, mais la flamme rouge est la destructrice. La femme, oui. La femme. Flamme. Oui. Selon plusieurs traditions mystiques dans le monde entier, ces 3 flammes. La flamme noire, c'est la flamme qui dissout et qui détruit. La flamme rouge, c'est celle qui maintient et qui préserve. Et la flamme blanche, c'est la flamme qui est créatrice. Elles sont toutes les 3 égales et ont besoin d'être en équilibre avec les unes les autres. Et alors, à votre question, la question qui se pose, est-ce que la flamme destructrice est en équilibre avec les autres? Alors, je donnais un exemple, du point de vue de la physique par exemple, la cosmologie, parce que tout dans l'univers, dans le cosmos, utilise ces 3 flammes. Il y a énormément de destruction, de maintenance et de création. Et par exemple, nos vies en tant qu'êtres humains dépendent essentiellement d'un événement les plus destructifs et violents qui puisse arriver dans le cosmos, c'est l'explosion d'une étoile dans une supernova, qui sont la mort de toutes grosses étoiles qui explosent, créant des trous noirs, et alors rejetant des tas de matière qui sortent de l'étoile. Et ces explosions ont une telle intensité que quand on les perçoit, elles sont plus lumineuses que toute une galaxie. Simplement une étoile par elle-même ayant cette explosion. C'est quand les étoiles mêmes créent tous les éléments plus lourds, donc à partir de l'hydrogène, jusqu'au fer. Et puis alors le fer ne peut plus fusionner et ça s'arrête à ce point de vue-là. Tous les éléments plus lourds dont nous avons besoin pour la vie dans notre corps, en petite quantité, mais on en a besoin, sinon on ne pourrait pas vivre, sont créés suite à cette explosion de la supernova, qui rejette les choses à une telle intensité que vous avez des réactions nucléaires dans ce nuage de cette supernova qui s'étale, qui crée tous les éléments jusqu'à l'uranium, donc le plomb, le thorium, l'uranium, les éléments les plus lourds. Ils sont créés dans cette explosion. Sans ces explosions, il n'y aurait pas de vie pour nous comme nous la connaissons. Donc nous dépendons essentiellement d'un événement extrêmement violent. Et alors, ce qui est, et moi j'encourage beaucoup pour ceux d'entre vous qui ont travaillé avec moi, avec le travail avec les esprits du cosmos, c'est de reconnaître le sacré dans le cosmos, le sacré dans une supernova, dans un trou noir, etc., et de comprendre ce qui est une violence qui est créatrice et une violence qui ne l'est pas. Un peu ce que Noël disait, comment arriver à cet équilibre. Et ça, c'est un travail terriblement important, et en tant qu'espèce humaine, nous ne sommes pas très loin dans cette compréhension. Et là où je crois que d'autres espèces sont plus évoluées que nous à ce point de vue-là, et ont compris plus ces choses-là. Ça, c'est mon avis. Ça répond un peu? Merci. Là et là. Justement, dans la poursuite de ce que vous venez d'évoquer, ça fait penser à la radioactivité des centrales nucléaires que nous créons pour avoir de l'énergie. C'est le côté positif d'obtenir cette énergie pour le bien de tout le monde. On sait par ailleurs que les substances radioactives disséminées dans l'environnement génèrent des cancers, justement. Vous êtes physicien nucléaire et vous êtes chaman en même temps. Est-ce que vous avez des informations par rapport à ça,
comment honorez-vous le sacré de la radioactivité du nucléaire et est-ce qu'il y a quelque chose pour nous guider par rapport à ça? Je vais répondre ça d'une façon assez générale parce qu'elle s'applique aussi à la toxicité chimique ou à d'autres. C'est que, de nouveau, la radioactivité et les produits radioactifs ne sont ni bons ni mauvais pour moi. Ils ont une dimension spirituelle. Et il faut savoir que dans la réalité spirituelle, où l'esprit est, il n'y a pas de dualité. C'est un monde non duel. Non-dual, comme on dit en anglais. Et beaucoup de traditions spirituelles savent très fort ça. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a ce qui est. Hein? Et alors, les esprits ne sont ni bons ni mauvais, les esprits sont. Et c'est l'intention avec laquelle on utilise ces technologies, on travaille avec ces esprits, qui fait en sorte que les résultats sont nuisibles, mauvais, destructifs ou pas. Et pour moi, c'est la façon dont je regarde ces choses-là. La radioactivité est naturelle, elle se retrouve partout et tout autour de nous. En tant qu'être humain, on s'est adapté à un certain niveau de ces radioactivités. Nous avons tous, c'est ça que j'ai appris depuis mon cancer, des cellules cancéreuses en nous, mais notre système immunitaire en prend soin. Et ces mutations arrivent suite à toutes sortes de choses, y compris la radioactivité naturelle, non naturelle. Un cancer survient quand, pour des raisons ou d'autres, il y a des tas de raisons, les cellules parviennent à se cacher du système immunitaire et alors peuvent se propager. Mais là, de nouveau, pour moi, c'est la radioactivité. On peut travailler avec l'esprit de la radioactivité. On peut travailler avec l'esprit d'un fusil, avec l'esprit d'un tank. C'est la façon dont on utilise ces technologies. C'est là que se trouve le choix du bien ou du mal. Est-ce que ça répond un peu à... Oui. Et certainement, une centrale nucléaire mal conçue et qui mène à des dégâts, c'est une mauvaise intention au point de vue de l'utilisation de ces matières. Il y avait une autre question là-bas, oui. Dans le même ordre d'idée, mais concernant maintenant les violences, les guerres, j'ai une difficulté par rapport à trouver un sens allant vers l'équilibre lorsqu'il y a autant d'êtres humains qui sont comme moi, qui eux décident, parce que c'est une croyance qui leur est propre, que justement on ne doit pas vivre, que leurs enfants, que leurs femmes, que leurs ne peuvent pas vivre, que ce soit les leurs dans leur pays, que ce soit les attentats ailleurs. J'ai un peu de mal avec ça, à trouver une piste pour trouver un sens allant vers une harmonisation. Donc, comme vous disiez, pour vous, la Terre vous a dit qu'elle était malade et ça avait une répercussion. Comment pouvoir avoir une incidence sur des choses dont on n'a vraiment pas le pouvoir? D'accord. Non, je suis d'accord avec vous, tout cela est bien triste et même catastrophique. L'espèce humaine est très malade. Pour moi, c'est comme ça. Et elle a besoin d'énormément de guérison. Quand je fais mon petit rituel tous les matins, non seulement je demande que ma guérison contribue à la guérison de la Terre, mais maintenant je demande chaque fois qu'elle contribue à la guérison de l'espèce humaine. Et je fais ça sans, parce que j'ai appris ça, je fais de mon mieux sans jugement. Parce que dès que je commence à juger, je contribue à l'énergie négative.
Simplement, l'espèce humaine est malade, hein, mes cellules cancéreuses sont malades, peuvent mener à ma mort. L'espèce humaine est malade, mène à des morts. Pour moi, c'est une question de contribuer à sa guérison. Et je crois que là, de nouveau, le travail spirituel est terriblement important. Le travail de paix, de coopération, de loi, de règlement, tout ça est terriblement important. Il faut y arriver et les traités, les accords, etc. Et ce qui nous manque, pour moi, dans notre race humaine et notre société humaine surtout, pas la race humaine, parce que il y a des exemples, par exemple, la tribu indigène en Amazonie, dans lequel Noël et moi avons passé pas mal de temps. Ils vivent d'une façon très très différente de la nôtre au point de vue du sacré. Et pour moi, ils sont beaucoup plus évolués que nous à ce point de vue-là, au point de vue de la compréhension de ce qu'est notre rôle en tant qu'être humain dans la nature, sur cette planète. Mais pour moi, il est essentiel de ramener le sacré là de nouveau. Et ici, le sacré dans l'autre. Que toute autre personne, qui qu'elle soit, est une personne sacrée. Et il faut revenir à là. Une fois qu'on sait cela, on ne va pas faire de mal à cette personne. Si on sait qu'un arbre est sacré, on ne peut pas le détruire sans y penser. C'est la même chose, quoi. Et c'est parfois difficile à savoir que oui, on va arriver à une solution dans le futur. C'est là qu'il faut vraiment faire confiance aux esprits. Ça répond un peu aux questions. Merci. Oui, je vous entends, je trouve ça très intéressant sur le sacré dans la nature que j'expérimente profondément moi-même. Être dans le bois, c'est une expérience sacrée, donc c'est vraiment des racines pour nous nourrir, que ce soit la mer, la terre. L'environnement urbain me stresse beaucoup. Là, je ne comprends pas comment vous dites que la technologie, l'esprit, la technologie, ça me dépasse un peu, parce que ça me semble que ce sont des inventions qui ne sont pas toujours nous rendent très humains les uns avec les autres. Quand vous êtes assis à côté de deux personnes qui ont le cellulaire, ils ne sont pas conscients de qui est à côté d'eux. Donc j'ai un peu des points d'interrogation avec ça. Mais le contact vraiment avec la nature qui nous nourrit, comme ont fait les Amérindiens, les Inuits, il semble qu'on a tout à apprendre de ça. Alors, c'était ma question, pourquoi la technologie vient aussi prétendre à être partie du sacré. Pour moi, et je crois que il n'est pas possible de vous convaincre de quoi que ce soit, il faut faire chacun l'expérience de ces choses-là pour vraiment le comprendre. Mais pour moi, tous nos objets, tous nos outils, toutes nos technologies sont produites à partir d'éléments qui viennent de la Terre. Et ces éléments sont sacrés, ça fait partie de la Terre. Nous sommes, en tant qu'animal, nous faisons partie de la nature. Autant qu'un arbre, autant qu'un chevreuil, autant qu'un n'importe quel animal. Nous sommes animaux, nous faisons partie de la nature. On oublie souvent cela. Et ce que nous créons maintient le sacré. On ne peut pas faire autrement, ça vient de la terre est sacrée, on ne pourrait pas retirer le sacré. Ce qu'on peut faire, c'est décider de mal utiliser ces choses-là. Nous avons fait, Noël et moi, récemment, des Umbietcha, qui sont des quêtes de vision selon les Lakotas,
où on a une pipe, la pipe de cérémonie sacrée qui est très lourde, qui est un objet très sacré pour eux. Vous pouvez l'utiliser pour assommer quelqu'un. Hein? Tout objet peut être mal utilisé. Dans ces cultures-là, beaucoup des objets qu'ils utilisent dans les rituels, etc., qu'ils utilisent tous les jours. Dans l'Amazonie, là où nous aimons beaucoup aller, tous les plats, les choses qu'ils utilisent pour cuire de la nourriture, pour manger, tout ça c'est sacré pour eux. Ce sont des objets sacrés. C'est fait à partir de la terre, c'est eux qui l'ont fait, qui les ont décorés. Pour eux c'est normal, c'est tout à fait normal. Ça peut être utilisé aussi d'une mauvaise façon, et parfois ce l'est. On trouve toujours l'être humain qui perd son harmonie et qui fait ça. Et ça c'est le grand mystère du bien et du mal, et ça vient, et dans la tradition chamanique, il y a ce qu'on appelle les chamans noirs. Les livres d'Eliade sur le chamanisme en parlent. Nous en avons rencontré un dans l'Amazonie, ce sont des chamans qui utilisent les forces spirituelles pour le mal. Vous savez, c'est là le choix que l'on a avec notre intention. Et ce n'est pas l'objet même qui est responsable ou pas responsable. Ils sont neutres. Ils ont un aspect sacré et un aspect ordinaire. Pour autant qu'on oublie l'aspect sacré et qu'on utilise ça avec une mauvaise intention, qui est responsable, l'objet ou nous? C'est comme ça, moi, que je vois la situation. Je ne sais pas si ça, c'est une question difficile, savoir le bien et le mal. Merci. Vous avez dit que le chaman vous a préparé un remède qui est certaines plantes, il les a nommées, d'autres il les a tenues secrètes. Il y a des barreurs de feu qui tiennent secret leur formulation aussi. Alors, il y a quelques jours, on a eu une chamane qui se prête à des expériences scientifiques d'analyse du phénomène chamanique et de transe pour essayer de prouver ou de démontrer. Et donc, je trouvais qu'il y avait presque quelque chose de qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, qu'est-ce qui doit rester secret et mystérieux, jusqu'où on peut scientifiser le chamanisme. Merci, c'est une bonne question. Il y a plusieurs parties. Au point de vue de scientifier le chamanisme, pour moi, ça n'en parle dans mon livre, je ne vois aucune contradiction entre le savoir chamanique et le savoir scientifique. Pour moi, cette réalité avec un R majuscule, la dimension physique, la dimension spirituelle, la science observe cette réalité à travers une fenêtre. Elle étudie la dimension physique. Les traditions spirituelles, chamaniques, observent cette réalité à travers une autre fenêtre et étudient la dimension spirituelle. La science ne veut pas expliquer les expériences chamaniques. Les expériences chamaniques ne peuvent pas expliquer le comportement de la matière ordinaire. Mais toutes les deux observent la même réalité. Donc, pour autant qu'elle soit authentique à elle-même, il doit y avoir une cohérence qui existe d'ailleurs. Et je parle dans mon livre beaucoup de ce que j'appelle la synchronisation entre la science, le savoir chamanique et le savoir scientifique. Donc, pour moi, c'est... Alors, au point de vue de ce qui peut être secret et pas... la réponse pour moi est très simple. Et si vous parlez à des chamans, ils vous donnent, des vrais chamans, ils vous donneront. Moi, je suis praticien chamanique, je ne m'appelle pas chaman. Ils vous donneront des réponses très simples. Par exemple, Manari, le chaman qui prépare ces 5
Cette plante, il y a 5 plantes, il m'a donné 3, les 2 autres sont secrètes. Et c'est parce qu'ils ont une grande peur des firmes pharmaceutiques qui ont vraiment exploité et détruit d'autres tribus en leur prenant, vous savez, la majorité des médicaments que nous utilisons viennent de plantes de l'Amazonie, et ils savent très bien cela, et c'est pour cela qu'ils ne veulent pas que ce soit analysé, que ce soit connu et détruit, parce qu'ils ont peur que ces firmes vont arriver et vont tout détruire dans leur territoire. C'est simplement pour cette raison-là. S'ils n'avaient pas peur, ils les partageraient. Au point de vue de l'expérience sur la tranche chamanique, par exemple, ça s'est déjà fait depuis des dizaines d'années. Il y a beaucoup de résultats aux États-Unis, par exemple, ils ont étudié non seulement la tranche chamanique, mais aussi la méditation bouddhiste, d'autres sortes de méditations, montrant quelles ondes dans le cerveau étaient évoquées par le voyage chamanique ou une méditation bouddhiste. Tout ça était établi, et de nouveau, pour moi, l'expérience chamanique est cohérente avec notre expérience physiologique. Ça doit l'être. Parce que tout cela se relie, il n'y a pas de séparation. Javier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je voulais tout d'abord te remercier remercier l'univers et te dire combien je suis heureux. Et je voulais te poser une question. J'ai un ami très cher, un frère d'âme, auquel on a diagnostiqué un cancer avancé, stade 4, un cancer de poumon. Depuis que j'ai lu ton livre, je pense à le faire bénéficier de ton expérience. Je sens profondément que ça pourrait lui faire du bien, mais c'est quelqu'un qui n'est pas ouvert, surtout en ce moment. Qui n'est pas ouvert à ce genre de choses. Et je m'avais te demandé si tu pourrais m'orienter, quels pourraient être les comportements appropriés, justement, pour ne pas être dans le volontarisme, mais faire ce qui est approprié pour la nature et pour sa guérison. Oui. On va avoir peut-être une discussion plus individuelle pour cela, mais pour répondre, parce que c'est une question importante et difficile pour moi, parce que c'est régulièrement que j'ai des amis, des personnes qui me disent j'ai un ami qui a le cancer, est-ce que tu lui parlerais? J'ai le cancer, est-ce que tu me parlerais? J'aimerais, tu as l'air d'aller bien. Donc ça m'arrive très très souvent. Et je sais que tout ce que je fais, vous avez un peu décrit ça, dans ma relation avec mon cancer, jusqu'à présent ça marche pour moi. Ça ne marchera pas nécessairement pour toute autre personne. Et ça, j'en suis persuadé. Nous avons chacun notre chemin personnel avec le cancer, qui dépend de tas de choses. Je dois vous dire d'ailleurs, une des choses les plus difficiles pour moi, c'est de m'est arrivé 2 fois dans ces 2 derniers mois, c'est d'avoir des amis proches avec qui j'ai eu beaucoup de relations, qui avaient le cancer et qui sont morts du cancer. Et c'est difficile pour moi parce que je voudrais partager, si vous voulez, ma bonne santé, et je sais que ça ne peut pas se faire. Ayant dit ça, il y a certains principes qui, pour moi, je crois, sont importants à partager. Un de ces principes, c'est d'abandonner ce que notre culture nous fait croire, c'est-à-dire qu'il faut se croire victime, envahi, qu'il faut se battre, qu'il faut convaincre, qu'il faut gagner, etc., etc. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Ce sont nos cellules à nous, comme je l'ai dit, elles sont malades, elles ont besoin d'amour et de guérison et pas de combat.
Hein. Et je crois que ça fait une différence énorme pour ma compréhension de la maladie. Toute hostilité, tout combat, toute séparation, ça fait partie de la maladie. C'est ça qui mène à la maladie. Et je crois que et ça peut s'expliquer, j'ai vu ça avec d'autres personnes à qui j'ai parlé, certains qui n'ont pas d'ouverture vers la spiritualité non plus, et qui peuvent comprendre ça. Quand je leur dis, écoutez, ces cellules, elles vous ont aidé à respirer, à chanter, à courir, ce sont des athlètes, à vous amuser, etc. Et maintenant, elles sont malades. Si c'était vos enfants, est-ce que vous les combattriez? Non. C'est un peu la même chose. Donc, il y a moyen ça, c'est une des choses qui peut se partager, qui est très importante. Vous savez, si je veux dire, c'est un petit de côté, mais je suis très fort irrité par la façon dont notre langage est tel, au point de vue culturel, qu'il vraiment fait du tort aux gens qui ont le cancer. Hein? Je me rappelle de lire un article dans le New York Times, le journal, sur l'État islamique. C'était bien fait, je lis, jusqu'au moment où on dit l'État islamique c'est le cancer du Moyen-Orient. J'ai explosé de colère. Comment? J'ai un État islamique, des terroristes en arrière de moi? Non, mais vous savez, si vous avez cancer, que vous lisez des choses comme ça, ça fait mal. Hein, ça ne soutient pas la guérison des gens. Il faut vraiment qu'on change notre attitude envers cette maladie. Et de savoir, non, c'est une maladie qui a besoin d'être approchée avec affection, avec patience, avec tendresse, comme on adresse beaucoup d'autres maladies, comme on adresse un enfant qui est malade. Donc ça, c'est très important. Alors l'autre chose, c'est aussi qu'on peut, en tant que principe général, c'est la non-séparation. Que tout traitement médecine occidentale ne peut pas être séparé de tout autre traitement non traditionnel. Que tout cela coopère, marche ensemble. Et beaucoup de gens peuvent comprendre ça. Que de nouveau, la séparation ne sert jamais à rien. Vous savez, séparer de peuples, de communautés, ils vont se battre. Hein? Il faut réunir, il faut coopérer. Mais beaucoup de gens peuvent comprendre ça, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Et pour moi, c'est terriblement important de faire cela. Et je sais que cette médecine de l'Amazonie coopère tout à fait avec ma chimio. Je sais que physiologiquement, elles travaillent ensemble. Et ça, c'est parce que mon esprit le sait, mon esprit mental le sait, c'est mon intention, mes médecins coopèrent l'un avec l'autre, avec les chamans, et tout ça contribue. Ça répond un peu. Merci. Vous pouvez prendre une dernière question. Non, il n'y en a pas beaucoup. Allez, deux questions. Madame, monsieur. D'abord, madame, peut-être. En fait, moi, j'ai écrit des cellules cancéreuses et mon médecin allopathe n'est pas du tout ouvert à la médecine traditionnelle. Donc, je vois un autre médecin aussi. Donc, comment gérer ça? Et d'autre part, est-ce que vous pouvez m'expliquer concrètement quand vous dites je fais un voyage chamanique vers les rayons gamma ou vous pouvez aussi avoir vers l'hôpital. Donc je n'ai pas encore commencé le traitement, mais je vais commencer la semaine prochaine. Donc voilà, je voudrais un peu savoir concrètement comment vous faites. Je n'ai pas l'expérience chamanique.
Le nom de la première partie, c'est donc comment trouver un médecin qui soit ouvert à... Mais ils ne sont pas tous ouverts, certainement. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il y en a beaucoup plus qui le sont, mais qui ne le disent pas, ne l'admettent pas, comme beaucoup n'admettent pas qu'ils ne savent pas certaines choses. Et ça, c'est parce que beaucoup des patients n'admettraient pas que leur médecin ne sache pas tout, que le médecin ait des médicaments qui sont suffisants sans devoir faire toutes ces choses alternatives. Et mon expérience, bon, il y en a qui sont peut-être toujours fermés, mais moi je suis toujours très ouvert avec tous ces médecins dès le début, et avec tous ceux avec qui j'ai travaillé, ils se sont tout de suite ouverts. Hein? Moi je leur dis, j'espère que vous ne savez pas tout. C'est ça, hein, qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Quand j'ai proposé à mes médecins, tout au début, d'aller prendre ces médecines, je leur dis, je connais 3 plantes, il y en a 2 que je ne connais pas, c'est sacré. C'est secret et sacré. Et alors, à ce moment-là, il y avait certains fruits comme la pamplemousse et d'autres que je ne pouvais pas prendre. Je ne pouvais toujours pas prendre parce que ça interfère avec ma chimio. Il y a des choses. Alors, il était possible que ces 2 plantes secrètes allaient interférer avec ma chimio. Je ne savais pas. Ce serait un gros problème. Et alors, mes médecins m'ont dit, et il y en a 2 qui m'ont dit presque la même chose, pour nous, en médecine occidentale, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de rémission. Tout ce qu'on peut faire, c'est le maintenir à distance pendant un certain temps, et puis ça s'arrête et c'est la fin. Et nous ne savons pas tout. Ils m'ont encouragé à prendre ces médecines en me disant, c'est à vous la décision. Si vous décidez de la prendre, nous vous soutiendrez tout à fait. Et je crois que beaucoup de médecins, quand on est très ouvert avec eux, aiment ça, ils sont très ouverts avec nous. Pas tous. Et s'ils ne le sont pas, alors il faut chercher un autre médecin. C'est à nous à choisir. Pour la seconde, je ne sais pas si vous pratiquez le chamanisme ou pas. Pardon? Le yoga. Le yoga. Mon conseil, c'est de simplement utiliser votre intention. L'intention, ce n'est pas la volonté, c'est simplement même pas un désir. Une ouverture. C'est une ouverture. Ce n'est pas un effort du tout. C'est de dire esprit de l'hôpital, j'aimerais t'honorer, te bénir. Aide-moi, dis-moi ce que j'ai besoin pour suivre ce traitement. Et simplement utiliser l'intention de ça. Et même si, bon, il est possible que vous receviez certaines informations, et les façons peuvent être très différentes. Quelqu'un vous dira peut-être quelque chose, vous avez tout de même une idée, vous lirez quelque chose d'inédit, ou bien pas, mais rien que la demande, l'intention d'honorer, de reconnaître la présence de l'esprit de l'hôpital, de l'esprit de la machine médicale, de reconnaître, de l'honorer, de bénir, est suffisant pour ce qui est déjà un travail qui va se faire. Et ça, nous tous, nous pouvons le faire. Ce qui est merveilleux, ça, c'est dans ces tribus, dans l'Amazonie, par exemple, c'est que tous, depuis qu'ils sont enfants, tout au long de la journée, sont en relation avec les esprits de tout. C'est tellement naturel. Ils n'ont pas pour eux de mots pour spiritualité, pour religion, chamanisme, etc. Ils ont un mot, la vie. C'est le seul mot qu'ils ont, parce que c'est ça la vie.
c'est comme ça, ils ne séparent pas. Nous avons malheureusement encore la séparation entre la spiritualité et la vie ordinaire. Mais nous pouvons tous revenir là facilement. C'est ça le chaman intérieur. Merci. Oui, peut-être une dernière question avec monsieur. Puis après, tu voudrais dire un petit mot pour la séance de dédicace? Oui, je dirais un petit mot. Je me posais la question par rapport au message que vous entendez dans ces voyages chamaniques que vous exercez. Est-ce que vous distinguez une dimension qui toucherait à quelque chose de l'ordre de l'universel et ou une dimension de l'ordre de l'intime par rapport à vous personnellement? Par exemple, quand ces éléments cosmiques vous ont permis d'observer la Terre et vous ont dit la Terre est malade, est-ce que ce message, vous pensez qu'il s'adresse à tout le monde, ou c'est un message qui s'adressait spécialement à vous, dans ces conditions-là, à ce moment-là, et qui était censé vous aider dans votre chemin à vous? Oui et oui. C'est un message universel et individuel. Tous les deux. Et ça, c'est de nouveau la non-dualité de ce monde non ordinaire. C'est que, ça j'en suis tout à fait persuadé, ces messages sont universels et ils sont individuels. Et vivre cette non-dualité, dernière chose à partager ici, qui vous semblera peut-être un peu étrange, mais c'est la dualité qui m'aide beaucoup. Noël a eu un rôle important à jouer là-dedans, et dans nos quêtes de vision, c'est devenu très très fort. C'est je vis une autre réalité maintenant. Ma santé est aussi bonne qu'avant le cancer. BC, before cancer. Ça fait que je n'ai pas le cancer. Et j'ai le cancer. Ils sont tous les deux vrais. Et ça, c'est la non-dualité. Je n'ai pas le cancer, j'ai le cancer. Et de pouvoir vivre cela comme vivre un message universel et aussi individuel, c'est vivre le sacré. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci. On vient de me dire que mes batteries étaient mortes. J'espère que ce sont les batteries de... J'ai accepté donc de dédicacer, de signer certains livres pour ceux qui désiraient ça. J'ai une requête, une demande à vous faire. C'est qu'il y a beaucoup d'entre vous que j'aimerais beaucoup passer 5 minutes dans les bras et se parler et se raconter, se revoir. Et si je vais très bien, je fais aussi très attention à mes dépenses d'énergie. À l'avance, je n'attends pas jusqu'au moment où je suis trop fatigué. Je sais que ma guérison demande énormément d'énergie, elle est continue. D'où je ne vais pas passer trop de temps à faire cela. Et l'accord qu'on a eu, c'est que si je veux bien signer, mais alors c'est signé et ce n'est pas conversation malheureusement avec chaque personne. Et ça, c'est pour, je serai très franc, c'est pour mon bien-être que je vous demande cela. De ne pas, prenez pas l'énergie.